L'anime commence en nous montrant Yoshifumi Nita, membre d'un clan Yakuza, affalé tout seul dans son appartement, admirant le vase coûteux qu'il venait d'acheter. Nita n'était pas le type typique de membre Yakuza féroce et brutal, mais plutôt du genre administratif. Malgré cela, il était un administrateur fiable, et sa capacité à accumuler de la richesse grâce à son travail lui permettait de se laisser aller à son hobby d'acheter des vases anciens coûteux. Sa vie était parfaite pour lui, et il en prenait conscience en sirotant un verre de vin pour célébrer son succès. Le lendemain, alors que Nita savourait son vin et se prélassait dans son auto-importance, une grande capsule métallique apparut de nulle part et atterrit sur sa tête. Il fut choqué de découvrir une jeune fille à l'intérieur de la capsule. Incertain de quoi penser de cette étrange apparition, il l'ignora et alla se coucher, espérant que tout aurait disparu le lendemain. Mais lorsque Nita se réveilla le lendemain, la capsule et la fille étaient toujours là. La fille, nommée Ina, lui demanda d'appuyer sur un bouton à l'arrière de la capsule, et lorsqu'il le fit, elle sortit de la capsule, complètement nue. Embarrassé et déconcerté, il l'aida à s'habiller, se demandant tout le temps ce qui se passait et quel était son rôle dans cette situation étrange. Confus et agacé par l'apparition soudaine de Ina, Nita exigea des explications de sa part. Mais Ina, se sentant rejetée, le menaça en utilisant ses pouvoirs psychokinétiques pour briser sa collection de vases et de pots. À ce moment-là, il apprit que Ina était une espère, capable d'utiliser des pouvoirs télékinétiques. Se sentant menacé par les pouvoirs de Ina, Nita se plia à contre-séure à ses demandes, lui fournissant des vêtements et des collations. Ensuite, il la laissa rester dans son appartement. Il essaya de découvrir d'où elle venait et quel était son but, mais Ina ne pouvait pas lui donner de réponse claire. Frustré, il exigea qu'elle parte, mais elle le menaça de détruire ses autres biens, y compris une peinture très coûteuse. À cause de cela, il n'eut d'autre choix que de lui permettre de rester temporairement. Au fil des jours, Nita se retrouva à prendre soin de Ina, qui semblait ne rien faire d'autre que de détruire des choses. Il cuisinait pour elle, lui séchait les cheveux, et même éteignait la télévision après qu'elle ait fini de regarder. En faisant ces choses, il réalisa qu'il était devenu son gardien. Le lendemain, Nita emmena Ina faire du shopping, où il dépensa une somme importante pour des vêtements et des jouets pour elle. Après avoir terminé leurs achats, ils retournèrent à l'appartement et regardèrent la télévision ensemble. Alors qu'ils regardaient, une histoire d'actualité sur une école attira l'attention de Ina, suscitant sa curiosité à l'idée d'aller à l'école. À ce moment-là, Ina n'hésita pas à exprimer son désir d'aller à l'école à Nita, mais il n'était pas sûr que ce soit la bonne décision pour elle, car ses pouvoirs étranges pourraient poser problème s'ils étaient connus du grand public. Cependant, il accepta de la laisser aller à l'école à condition qu'elle promette de ne plus utiliser ses pouvoirs. En entendant cela, elle accepta volontiers les conditions, promettant de cesser d'utiliser ses pouvoirs quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Ina commença à fréquenter un collège à proximité, où Nita l'inscrivit sous le nom de Ina Nita, car il serait suspect qu'elle n'ait pas de nom de famille. Il lui rappela avant qu'elle n'aille à l'école que son nom complet était désormais Ina Nita et qu'elle devait se présenter ainsi à l'école. Malheureusement, Ina oublia cela quand elle arriva à l'école, et lorsque son professeur principal, Matsutani, l'appela Nita, elle pensa qu'il appelait son gardien, Yoshifumi Nita. Cela fit penser à ses camarades de classe que Ina était étrange, car elle ne pouvait pas se souvenir de son propre nom de famille. À l'école, Ina découvrit que c'était un endroit où elle pouvait dormir autant qu'elle le voulait. Du premier cours jusqu'à la dernière classe, elle dormit sur son bureau, n'écoutant pas les professeurs. Son amie, Hitomi Mishima, assise à côté d'elle, devait la réveiller quand la cloche de l'école sonnait. La seule chose dont elle pouvait être fière était de ne pas avoir utilisé ses pouvoirs du tout pendant la journée. Cependant, elle ne se souvenait pas que l'accumulation de ses pouvoirs pouvait avoir des effets désastreux. Nita l'apprit à ses dépens lorsqu'il rentra chez lui un soir pour trouver Ina flottant au milieu de la pièce, incapable de contrôler sa force, faisant flotter tous les objets et meubles de son appartement avec elle. Ses pouvoirs explosèrent alors, détruisant tout dans le salon. Alors que Nita pleurait la perte de sa collection de vases anciens, Ina expliqua les règles de ses pouvoirs et comment ils continueraient à s'accumuler et à exploser s'ils n'étaient pas utilisés. Alors Nita eut une idée. Il se souvint qu'au travail plus tôt dans la journée, son patron lui avait confié la tâche de trouver un entrepreneur bon marché pour construire un hôtel dans les montagnes. Avec les pouvoirs de Ina, il n'aurait pas besoin d'embaucher un entrepreneur. Elle pourrait utiliser ses pouvoirs pour dégager le terrain pour la construction et, en même temps, libérer ses pouvoirs en toute sécurité. Excitée par l'idée, Nita emmena Ina sur le chantier de construction le lendemain. Elle accomplit rapidement et proprement le travail, ce qui le ravit. Mais sur le chemin du retour, Nita reçut la nouvelle que son patron, également connu sous le nom d'Oyabun, avait été abattu par un gang yakuza rival et que le vice-président, Kiyoshi Baba, voulait que Nita se dépêche de se rendre à leur base pour discuter des plans de vengeance. Sans hésitation, Nita se dirigea vers le quartier général avec Ina en remorque, ce qui mit en colère Kiyoshi. Comment pouvait-il emmener une petite fille avec lui à un moment où leur Oyabun venait d'être abattu? À ce moment-là,
Kiyoshi était furieux de la négligence de Nita et lui ordonna de se venger seul, en lui fournissant seulement un pistolet et aucun soutien. Quelque temps plus tard, Nita se tenait devant le bureau du gang rival, incertain de quoi faire. Il savait que s'il entrait seul, il mourrait. Alors qu'il réfléchissait à sa prochaine action, Ina apparut de l'arrière de la voiture et lui offrit de l'aide pour vaincre l'ennemi. Elle expliqua que les adultes d'où elle venait lui donnaient toujours des ordres à exécuter, et que Nita ne devrait pas hésiter à faire de même. Cependant, Nita interdit à Ina de l'aider, arguant que c'était une affaire d'adulte et que cela n'avait rien à voir avec une jeune fille comme elle. Mais elle répondit avec un sourire et se dirigea vers le bureau de l'ennemi, déclarant que Nita était différent des adultes qu'elle avait connus. Peu de temps après, il y eut un massacre massif. Ina ravagea le bureau de l'ennemi, terrassant tous les membres du gang Yakuza avec ses pouvoirs, avant de faire sortir le chef ennemi et de le présenter à un Nita abasourdi. Suite au succès du raid, l'attitude de Kiyoshi envers Nita changea radicalement, et il fut félicité pour sa bravoure en attaquant la base ennemie seul. Les officiers de rang inférieur le louèrent également. Ils étaient tous fiers d'avoir un supérieur comme lui, mais ils ne savaient pas que le véritable héros était Ina. Cependant, Nita choisit de rester silencieux, laissant les gens le louer et le considérer comme un héros. De retour du siège, Nita remercia Ina en l'amenant dans un restaurant pour lui offrir son plat préféré, des œufs de saumon. Alors qu'elle savourait son repas, Nita lui dit qu'il ne savait pas quel genre de vie elle avait vécu auparavant, mais une chose était certaine, elle méritait une récompense pour son travail acharné. Plusieurs jours plus tard, un étrange portail s'ouvrit dans le ciel au-dessus d'une rue vide, et en sortit une capsule métallique similaire à celle dans laquelle Ina était arrivée. Cependant, contrairement à sa capsule, celle-ci s'ouvrit accidentellement au moment de l'impact, révélant une fille blonde debout à l'intérieur, complètement nue. Par coïncidence, un gang de motards appelé Jacharyu passait par la rue à ce moment-là, et ils étaient furieux que la fille bloque leur chemin. Anzu, la fille blonde, fut offensée par leurs paroles durées, dans un accès de colère, utilisa ses pouvoirs pour battre tout le gang. Elle vola ensuite les vêtements du chef du gang et les enfila. Le lendemain, Nita était dehors lorsque son subalterne, Sabu, l'informa de l'incident impliquant Jacharyu. Jacharyu était un gang puissant, et Sabu avait entendu dire qu'ils avaient été battus par une seule fille. Cette nouvelle éveilla l'intérêt de Nita et le fit soupçonner que Ina pouvait être impliquée. Mais alors il se souvint qu'elle jouait à des jeux vidéo avec lui la veille au soir, alors ce ne pouvait pas être elle. À sa grande surprise, Nita tomba sur la fille qui avait vaincu Jacharyu dans un restaurant de ramen local. Il pouvait dire que c'était elle qui avait battu le gang grâce à la veste Jacharyu qu'elle portait. Il remarqua également que la fille n'avait pas assez d'argent pour payer son repas, et il craignit que s'il n'intervenait pas, elle pourrait utiliser ses pouvoirs pour causer des destructions. Alors, Nita décida de payer le repas de la fille et la suivit pour s'assurer qu'elle avait les mêmes pouvoirs que Ina. En l'observant, il la vit utiliser sa psychokinésie pour battre les membres de Jacharyu qui cherchaient à se venger, et voler de la nourriture dans les magasins pour survivre. Décidé à en savoir plus sur la fille, Nita la traqua et finit par la confronter, en présence de Ina. La fille, qui révéla s'appeler Anzu, expliqua qu'elle venait du futur et avait été envoyée pour tuer Ina sur ordre de ses supérieurs. Comprenant qu'un combat entre deux superhumains serait dévastateur, Nita proposa de régler le différend par un jeu de pierre-papier-ciseaux et un concours de force, le vainqueur ayant le droit de gifler le perdant. Heureusement, Ina remporta le duel. Elle gifla Anzu si fort que cela la fit prendre conscience de l'écart de force entre elles, et Anzu décida d'abandonner sa mission de tuer Ina, sachant qu'elle n'aurait aucune chance contre elle. Ensuite, elle fit un faux rapport à ses supérieurs, prétendant avoir tué Ina et avoir même arraché quelques mèches de cheveux de Ina comme preuve. Avant de retourner à son époque d'origine, Ina proposa à Anzu de passer du temps ensemble et de jouer à des jeux vidéo. Ainsi, elles passèrent le reste de la journée à jouer à des jeux dans l'appartement de Nita pendant qu'il lavait la veste volée d'Anzu. Ce n'est que le soir qu'Anzu leur dit au revoir. Cependant, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu pour Anzu. Elle découvrit bientôt que sa capsule avait été endommagée, probablement parce qu'elle l'avait oubliée dans sa veste pendant qu'elle était lavée. Cela signifiait qu'elle était coincée dans le présent, incapable de retourner dans le futur. Se sentant confuse et seule, Anzu décida de retourner à sa vie de sans-abri. Elle ne voulait pas retourner à l'appartement de Nita, car cela serait trop gênant, elle leur avait déjà dit au revoir, et elle ne voulait pas revenir et demander à y vivre à nouveau. La vie de vagabond était difficile pour Anzu, car elle devait voler de la nourriture pour survivre, ce qui la faisait être poursuivie par les propriétaires de magasins. Mais elle eut la chance d'être aidée par un vagabond au cœur généreux nommé Yassan, qui l'aida à échapper à ses poursuivants et l'emmena dans un parc où vivaient les sans-abri. Il lui apprit que voler était un crime et lui montra d'autres moyens d'obtenir de l'argent et de la nourriture, comme collecter des canettes usagées et les vendre à des collecteurs. Il lui enseigna même comment collecter efficacement des canettes et la présenta à un collecteur. Cette nuit-là, alors que Yassan présentait Anzu aux autres sans-abri du campement, ils étaient initialement hésitants à accepter sa présence. Être une jeune fille parmi un groupe d'hommes plus âgés, ils étaient sceptiques quant à sa capacité à survivre dans la rue.
Cependant, lorsqu'Anzu commença à chanter une chanson, sa présence réchauffa leur cœur. Bien que sa voix ne fût pas parfaite et que la chanson qu'elle chantait fût inhabituelle, sa performance leur rappela leurs enfants et petites filles. Et ainsi, ils l'accueillirent dans leur communauté. Le lendemain, alors qu'Anzu fouillait les rues à la recherche de canettes usagées à collecter, elle rencontra Nita, qui lui offrit 40 000 yens par compassion. Initialement, elle fut offensée par l'offre et la rejeta rudement. Mais en réfléchissant aux difficultés auxquelles font face ses compagnons sans abri au quotidien, elle réalisa que cet argent serait une ressource précieuse pour les aider. Alors elle poursuivit Nita et accepta gracieusement son offre. Avec sa nouvelle richesse, Anzu était impatiente de faire une différence dans la vie de ceux qu'elle considérait désormais comme sa famille. Mais ses plans furent rapidement contrecarrés lorsque les propriétaires de magasins la surprirent en train de voler de la nourriture et prirent la majeure partie de l'argent en compensation. Dévastée et en larmes, Anzu retourna au camp des mendiants et partagea sa mésaventure avec Yassan et les autres. Mais ils la réconfortèrent et la félicitèrent d'avoir pris ses responsabilités et de rembourser ses dettes envers les propriétaires de magasins. Ils la rassurèrent également en lui disant qu'ils pouvaient se débrouiller seuls et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour eux. L'histoire se déplace ensuite vers Hitomi, une élève de collège travaillant secrètement comme barman dans un bar appartenant à Utako, une femme pour laquelle Nita a des sentiments. Hitomi, qui veut quitter son emploi, a été initialement trompée en travaillant au bar en raison d'un malentendu. Mais Utako découvre rapidement que Hitomi est une barmaid talentueuse et que ses clients aiment discuter avec elle, alors elle fait chanter Hitomi pour qu'elle continue à travailler au bar. Chaque soir, Hitomi travaille au bar, sans se douter qu'un de ses clients réguliers est son professeur principal, Matsutani, qui est également au bar avec le vice-principal. Quand il reconnaît Hitomi, il fait semblant de ne pas la connaître pour éviter toute situation compliquée si le vice-principal découvre qu'un de leurs élèves travaille au bar. À la place, il complimente ses compétences en tant que barman et lui dit qu'elle a le talent d'un barman expérimenté. Pendant ce temps, à son appartement, Nita discute de sa récente rencontre avec Anzu autour du dîner avec Ina. Il les compare et exprime son admiration pour la douceur et le travail acharné d'Anzu. Ces commentaires troublent profondément Ina, qui fait un cauchemar dans lequel Nita adopte Anzu comme sa fille et elle est jetée dans les rues pour vivre en mendiant. En se réveillant, elle craint que son cauchemar ne devienne réalité. Le lendemain matin, déterminée à devenir la fille parfaite pour Nita, Ina se réveille tôt pour préparer le petit déjeuner et l'escorte jusqu'à la porte avant qu'il ne parte travailler. Cependant, son changement soudain de comportement surprend Nita, le poussant à se confier à Oyabun, son patron, au sujet de ses inquiétudes. Mais Oyabun le rassure, suggérant que le changement de comportement de Ina est le signe qu'elle a grandi et qu'il devrait lui offrir des cadeaux pour exprimer sa gratitude. Oyabun a toujours eu un lien spécial avec Ina, la traitant comme sa propre petite fille depuis leur première rencontre. Pendant ce temps, Ina décide de nettoyer la maison pour faire plaisir à Nita et le rendre heureux. Elle imagine combien il sera ravi en rentrant chez lui dans une maison impeccable. Cependant, ses tentatives de nettoyage s'avèrent être un désastre, car elle casse de nombreux vases préférés de Nita et met l'appartement sens dessus-dessous. Plus tard dans la journée, Nita rentra chez lui avec des cadeaux de délicieux plats pour Ina, comme suggéré par le Oyabun. Cependant, dès qu'il ouvrit la porte de son appartement, son expression changea radicalement. Il était furieux de voir le désordre que Ina avait créé. Dans un accès de colère, il la renia et la mit à la porte de la maison. Se sentant repentante et perdue, Ina s'assit près de la rivière et réfléchit à sa faute. Elle avait encore de l'argent pour acheter de la nourriture, mais au lieu de cela, elle le dépensa tout pour des repas chers et délicieux. Maintenant, sans argent et nulle part où aller, elle retourna sur la rive de la rivière et joua sur sa console portable, essayant de comprendre comment survivre. C'est alors qu'Anzu la trouva. Après avoir appris l'incident, Anzu emmena Ina dans un camp de sans-abri, où elle passa les 3 jours suivants à ne rien faire et à épuiser les réserves de nourriture d'Anzu. Cependant, sa patience s'épuisa finalement, et elle mit également Ina à la porte. Maintenant seule et de retour dans les rues, Ina pensa à acheter un nouveau vase pour remplacer ce qu'elle avait cassé dans l'appartement de Nita dans l'espoir d'être pardonnée. Mais elle n'avait même pas assez d'argent pour acheter un vase bon marché. En marchant, elle vit un groupe de rock indépendants jouer sur le côté de la rue, collectant de l'argent de leur petit public. La vue l'inspira à gagner de l'argent de la même manière, et elle proposa de rejoindre le groupe, promettant de les rendre encore plus cool. Effectivement, la popularité du groupe a explosé après que Ina les a rejoints, grâce à sa combinaison unique de magie de rue et de musique rock. Ils ont baptisé leur genre Rockusion et ont fasciné le public avec leurs performances. En conséquence, ils gagnaient plus d'argent que jamais. Pour célébrer leur succès, le groupe a dîné ensemble dans un restaurant, enthousiasmé par les possibilités de ce nouveau genre de musique. Mais Ina avait d'autres projets. Elle avait gagné assez d'argent pour acheter à Nita un nouveau vase, alors elle prit sa part des gains et quitta le groupe. Avec l'argent en main, elle acheta un vase bon marché et retourna à l'appartement de Nita, où elle l'attendit à la porte. Auparavant, les amis et les associés de Nita l'avaient critiqué pour son traitement sévère envers Ina, et beaucoup avaient rompu avec lui.
Même Utako et ses clients l'avaient exclu du bar pour sa cruauté et avaient refusé de le laisser revenir tant qu'il ne se serait pas réconcilié avec Ina. Se sentant repentant et regrettant ses actions, Nita chercha Ina partout. Mais en cette nuit particulière, alors qu'il rentrait dans son appartement, il la trouva enfin assise devant sa porte. Il accepta ses excuses sincères et le nouveau vase, et ils se réconcilièrent et reprirent leur vie commune. La scène se déplace ensuite vers Hitomi, qui rencontre accidentellement Anzu près d'un bar, et elles deviennent amies après une courte conversation. À ce moment-là, Hitomi venait de terminer le travail et rentrait chez elle, tandis qu'Anzu ramassait des canettes comme d'habitude. Touchée par la situation d'Anzu, Hitomi l'emmena dans un endroit où elle pourrait collecter beaucoup plus de canettes. Anzu fut profondément touchée par la gentillesse de Hitomi, et en signe de gratitude, elle invita Hitomi au camp des mendiants. Là-bas, elle présenta à Hitomi le mode de vie des sans-abri et lui servit des nouilles bon marché. Mais elle sentit que ce n'était pas suffisant pour exprimer sa gratitude, alors elle invita Hitomi à jouer à la tag. Même si Hitomi était épuisée par le travail, elle ne put refuser l'invitation d'Anzu. Elle fit de son mieux pour suivre, mais finalement, son corps lâcha, et elle s'endormit debout. À ce moment-là, Anzu fut impressionné par sa capacité à dormir n'importe où. C'était un moment mémorable. Le lendemain, Anzu invita Ina à jouer à Ayatori, ou au jeu du chat et de la souris. Elle venait de l'apprendre de Yosan et était très fière de sa maîtrise rapide du jeu. Elle voulait apprendre à Ina à y jouer ensemble, mais Ina était plus intéressée par les jeux vidéo. Voyant cela, Anzu fut déçue du rejet de Ina, car elle comprenait l'attrait des jeux vidéo et aurait aimé pouvoir y jouer aussi. Cependant, sa pauvreté rendait impossible l'achat d'une console. Déterminée à ne pas abandonner, le lendemain, Anzu demanda à Ina et à Hitomi de l'aider à trouver des télévisions abandonnées près de la rivière. Elle prévoyait de les vendre à un revendeur et d'utiliser l'argent pour acheter une console de jeu. Éprouvant de la sympathie pour la situation d'Anzu, Ina eut une idée. Elle se souvint qu'elle avait une vieille télévision fonctionnelle chez elle que sa famille n'aurait pas d'objection à donner. Au lieu de chercher sur la rive avec Anzu, Hitomi rentra chez elle et apporta la télévision avec elle. Elle prévoyait de la laisser dans une ruelle près de la rivière pour qu'Anzu la trouve, car elle ne voulait pas offenser Anzu en lui offrant directement. Malheureusement, un policier surprit Hitomi alors qu'elle laissait la télévision dans la ruelle. Il était interdit de se débarrasser des appareils électroniques de cette manière. En conséquence, elle fut emmenée au poste de police pour interrogatoire. Pendant ce temps, Ina, fatiguée et ennuyée après des heures de recherche infructueuses, décida de retrouver Nita au bar d'Utako. Elle lui demanda de l'argent, prétendant en avoir besoin pour acheter une nouvelle télévision. Sans se douter de rien, Nita lui donna de l'argent, pensant que Ina s'achèterait une nouvelle télévision pour elle-même, car elle jouait souvent aux jeux sur la télévision du salon. De cette façon, il aurait la télévision du salon pour lui seul. Avec de l'argent en main, Ina se rendit dans un magasin d'électronique et acheta une télévision chère. Elle prit ensuite la télévision pour la vendre dans une boutique de récupération en taxi. Cependant, arrivée à la boutique de récupération, elle réalisa qu'elle avait dépensé tout son argent et ne pouvait pas payer la course en taxi. Voyant son problème, le gentil propriétaire de la boutique de récupération proposa de payer la course en taxi en échange de la nouvelle télévision. L'innocente Ina accepta l'accord, et tout le monde fut heureux. Le chauffeur de taxi fut payé, et le propriétaire de la boutique de récupération obtint une nouvelle télévision à bas prix. Peu de temps après, Anzu et Hitomi arrivèrent à la boutique de récupération et furent ravis de voir Hitomi avec une télévision. Ils vendirent la télévision au propriétaire de la boutique de récupération, et c'est alors qu'Anzu révéla enfin la vraie raison pour laquelle elle avait besoin d'argent, acheter une console de jeu pour pouvoir jouer avec Ina. Ensuite, Ina et les autres se séparèrent et rentrèrent chez eux respectivement. À la maison, Nita l'accueillit et lui demanda à propos de la télévision qu'elle avait achetée. Sans culpabilité, elle expliqua qu'elle avait vendu la télévision pour payer la course en taxi. Entendant cela, Nita resta sans voix, incapable de trouver les mots pour répondre à sa bêtise. Quelques jours plus tard, Anzu apprit de Yasan que la municipalité avait l'intention de démolir le campement de sans-abri dans le parc de la ville, malgré les protestations des résidents locaux. Cependant, elle fut choquée par la nouvelle, car cela signifiait que les sans-abri seraient contraints de se disperser, et elle ne pourrait plus vivre avec Yasan et les autres. À ce moment-là, elle essaya de convaincre ses compagnons sans-abri de manifester et de protéger leur domicile, mais aucun d'entre eux n'était disposé à le faire. Ils comprirent que ce serait futile, car la municipalité les expulserait du parc. À ce moment-là, ses compagnons sans-abri ne voulaient pas qu'Anzu continue à vivre en tant que sans-abri. Alors, ils demandèrent à Utako de trouver une famille qui l'adopterait. Heureusement, Utako trouva rapidement une nouvelle famille pour Anzu, la famille Hayashi, qui possédait un restaurant chinois. Lorsqu'Anzu emménagea chez les Hayashi, M et Madame Hayashi la traitèrent comme leur propre fille. Cependant, elle fit l'expérience d'un choc culturel dans sa nouvelle maison. Par exemple, lorsqu'elle demanda lors du dîner combien ils devaient payer pour les plats délicieux et éclata en larmes lorsqu'ils expliquèrent qu'il n'y avait pas de coût. Peu à peu,
Anzu s'habitua à un mode de vie normal et remercia le couple de s'occuper d'elle. Pour montrer sa gratitude, elle demanda si elle pouvait travailler dans leur restaurant. Elle se souvenait des enseignements de Yassan selon lesquels il fallait travailler pour survivre. Le couple la complimenta pour son éthique de travail solide et lui permit de travailler au restaurant, promettant même de lui apprendre tout ce dont elle avait besoin. Ainsi commença sa nouvelle vie en tant que fille et employée des Hayashi. Pendant qu'Anzu était occupée avec son nouveau travail, Ina resta la même. Elle continua à dormir en classe à l'école jusqu'au jour où un enseignant la trouva à nouveau en train de dormir en classe et lui fit une sévère remontrance sur son attitude, exigeant qu'elle change ses habitudes et devienne une meilleure élève. C'est alors que Ina répondit avec mécontentement. Lorsqu'elle rentra chez elle, Ina dit à Nita qu'elle voulait quitter l'école, prétendant que c'était ennuyeux. Mais il refusa sa demande et lui rappela qu'elle devait être plus responsable, et si elle trouvait l'école ennuyeuse, elle devrait trouver des moyens de la rendre plus intéressante. Dans les jours qui suivirent, Ina, étant une élève curieuse et ambitieuse, fut intriguée par l'idée de se présenter à la présidence du conseil des élèves. Elle ne savait pas grand-chose sur le conseil des élèves, mais son camarade de classe, Kengo, expliqua que c'était l'organisation qui fixait les règles de l'école, et que le président du conseil des élèves était le grand patron. Cependant, l'explication de Kengo n'était pas tout à fait vraie et était seulement destinée à taquiner Ina. Mais sa détermination à devenir présidente du conseil des élèves ne fut pas ébranlée. Elle désirait ardemment établir des règles lui permettant de dormir en classe et d'obtenir plus de portions de nourriture. Son ambition fut encore plus alimentée après avoir regardé un film sur les Yakuza cette nuit-là. Dans le film, le chef des Yakuza avait un immense pouvoir et commandait ses hommes à sa guise. Ina était convaincue que le président du conseil des élèves serait tout aussi puissant. Le lendemain, lorsque l'enseignant, Matsutani, demanda si des élèves étaient intéressés à se présenter au conseil des élèves, Ina leva confiant la main, au grand étonnement de tous. Malgré ses doutes, il lui permit de se présenter à la présidence du conseil des élèves et lui confia la tâche de préparer un discours de campagne. Ina, désireuse de remporter l'élection, demanda de l'aide à son amie Nita pour son discours. Cependant, Nita était inquiet pour ses chances et parla de ses plans à Oyabun, leur chef de gang. Cependant, Oyabun, impressionné par son courage, fit rédiger un discours pour elle par son avocat. Le jour de la campagne, Ina monta sur l'estrade et prononça son discours, écrit par l'avocat d'Oyabun. Bien que le discours fût bien écrit, elle le lut mot pour mot, même lorsque le texte lui demanda de prendre de profondes inspirations pour un effet dramatique. En fin de compte, Ina ne fut pas élue présidente, mais secrétaire. Malgré cela, elle ne participa à aucune réunion et fut finalement remplacée par Hitomi. Malgré la déception, elle apprit une leçon importante sur les réalités du leadership et l'importance de comprendre la véritable nature d'une organisation avant de s'y engager. La scène se déplace vers Ina et Hitomi, qui viennent d'apprendre qu'Utako a une fois de plus refusé les invitations de Nita à sortir. Nita, qui a de forts sentiments pour elle, l'a invitée plusieurs fois, mais elle a toujours refusé. Ina, qui a toujours désiré une figure maternelle, voit une opportunité pour qu'Utako remplisse ce rôle si elle sortait et finissait par épouser Nita. Elle et Hitomi convainquent toutes deux Utako d'accepter un rendez-vous dînatoire avec Nita. Excitée par la possibilité qu'Utako devienne sa mère, Ina annonce la nouvelle à Nita avec enthousiasme, qui est ravie et célèbre en la faisant tournoyer. Cependant, lors de la célébration, elle heurte la porte avec son pied, ce qui lui provoque une fracture et l'oblige à être hospitalisée. Malgré sa blessure, Ina presse Nita d'aller à un rendez-vous et de lui ramener une mère lorsqu'il reviendra. Ces mots le touchent profondément, et il promet de faire tout en son pouvoir pour qu'Utako tombe amoureuse de lui. Lors du rendez-vous, Nita est tellement concentrée sur la possibilité qu'Utako devienne la mère de Ina qu'il parle d'elle tout au long du rendez-vous, ce qui amène Utako à se demander si elle a une place dans leur relation. Finalement, Utako décide de rejeter Nita, le laissant le cœur brisé. Se sentant vaincue, Nita retourne à l'hôpital avec une poupée pour Ina, espérant que cela la réconfortera. Quelques jours après un rejet dévastateur, une femme du futur arrive dans le présent. Cette femme est Ikaruga Kei, la chef de la sécurité d'une organisation mystérieuse qui abrite Ina et Anzu. Sa mission est d'observer Ina et de déterminer si sa condition psychologique s'est améliorée après avoir causé d'énormes dégâts dans leur ligne temporelle d'origine. Pour accomplir cette tâche, Kei se tourne vers Anzu pour obtenir de l'aide. Au début, Anzu est effrayée, croyant que Kei est venu la tuer pour avoir échoué dans sa mission. Cependant, Kei la rassure en lui disant que l'organisation l'a déclarée morte car elle n'est pas retournée dans le futur depuis longtemps, et qu'Anzu peut vivre sa vie sans craindre d'être traquée. Avec l'aide d'Anzu, Kei observe Ina et évalue ses progrès. Elle a une liste de points à évaluer, comme le fait de s'arrêter au feu rouge, de payer ses achats et d'interagir normalement avec les autres. À sa grande surprise, Ina réussit tous ses tests. Pas entièrement convaincue, Kei décide de tester Ina plus en profondeur. Elle achète un chiot et le laisse près de sa maison. Si Ina prend soin du chiot, elle réussira le test. Mais Kei est choquée quand Ina ouvre un parapluie pour protéger le chiot de la pluie. Avec cela,
elle admet enfin que Hina s'est grandement améliorée et doit être renvoyée dans leur ligne temporelle d'origine. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'accident de Hina, et sa jambe s'est complètement rétablie, lui permettant de marcher à nouveau. Pour célébrer, elle va dans un café et se régale de délicieuses glaces. Mais juste après avoir fini sa gourmandise, Kei arrive et informe Hina qu'il est temps pour elle de retourner dans sa ligne temporelle d'origine, selon les ordres de ses supérieurs. Au début, Hina résiste à l'idée, car elle s'est habituée à vivre avec Nita. Mais lorsque Kei lui rappelle qu'il s'agit d'un ordre direct, elle accepte à contre-séure. Puis elle dit à Nita qu'elle va partir, et bien qu'il essaie de le cacher, la nouvelle est clairement difficile à accepter pour lui. En guise d'adieu, il l'emmène dans un restaurant pour manger son plat préféré, des œufs de saumon, avant de la déposer chez Kei. Cependant, à son arrivée, Hina réalise que sa capsule temporelle, l'appareil qui lui permet de voyager dans le temps, a été jeté par Nita. Sans elle, elle ne peut pas retourner dans le futur. Kei, sentant son détresse, lui permet de retourner temporairement chez Nita, du moins jusqu'à ce qu'il puisse obtenir une capsule de remplacement. Peu de temps après, Hina court jusqu'à l'appartement de Nita avec un grand sourire, ravie à l'idée de pouvoir vivre à nouveau avec lui. Mais son bonheur est de courte durée lorsqu'elle ouvre la porte et découvre que Nita organise une fête d'adieu en son honneur. Pendant ce temps, Kei contacte l'une des superhumaines de son organisation, Mao, pour lui apporter une capsule de rechange pour Hina. Mais le destin n'est pas de son côté, car Mao se retrouve coincé sur une île déserte, avec les 2 capsules qu'elle a apportées perdues en mer. Pendant les mois suivants, elle se bat pour survivre sur l'île, comptant sur les poissons qu'elle attrape en mer pour se nourrir. Pour préserver sa santé mentale, elle crée 2 poupées de noix de coco qui ressemblent à Hina et Anzu. Chaque jour, elle parle aux 2 poupées, les traitant comme si elles étaient ses vraies amies. Cependant, après plusieurs mois de vie ainsi, Mao se rend compte que les poupées ne sont pas ses vraies amies. Elle les jette dans l'océan avant de construire un radeau pour naviguer jusqu'au Japon afin de retrouver Hina et Anzu. Mais malheureusement, son voyage ne se déroule pas comme prévu, et au lieu d'atteindre le Japon, elle débarque en Chine continentale. Pendant ce temps, Nita, Sabu et Hina partent chercher Tatsuhiko Netu, un membre supérieur de leur organisation de Yakuza, qui vient de sortir de prison. Nita a également une autre mission en tête, persuader les membres du gang de soutenir Kiyoshi, le numéro 2 de l'organisation, comme prochain Oyabun, ou chef. L'actuel Oyabun est malade et envisage de prendre sa retraite, et Kiyoshi est le candidat le plus ambitieux pour le remplacer. Cependant, Nita est conscient que Netu, réputé pour sa nature violente et colérique, pourrait ne pas soutenir l'ascension de Kiyoshi. Il est donc chargé de convaincre Netu de soutenir Kiyoshi, et il parvient à réussir sa mission avec succès. Après cela, Nita, Sabu et Hina rendent visite à l'Oyabun pour discuter de son successeur. Mais lors de la discussion sérieuse, Hina suggère de manière inattendue à l'Oyabun de choisir Nita comme successeur. L'Oyabun, qui la chérit, accepte sa suggestion, ce qui surprend beaucoup Nita. Nita rappelle rapidement à l'Oyabun que le choisir comme chef serait mal à cause de Hina. En entendant cela, l'Oyabun réalise son erreur et décide de nommer Kiyoshi comme son successeur. Cependant, Sabu avait déjà envoyé un message à Kiyoshi au sujet de la conversation, ce qui met en colère Kiyoshi et Netu, qui pensent que Nita les a trahis. Plus tard cette nuit-là, ils prennent Nita et l'enterrent dans du ciment. Heureusement, l'Oyabun réalise le malentendu et clarifie les choses. Reconnaissant son erreur, Kiyoshi tape maladroitement Nita sur la tête et le nomme comme son lieutenant, même s'il est toujours enterré dans le ciment. Quelques jours après l'échec de Nita à changer la personnalité d'Anzu, Hina part en excursion scolaire avec sa classe à la montagne. Par coïncidence, les parents adoptifs d'Anzu sont en vacances, alors Nita l'invitait à séjourner dans son appartement pendant quelques jours. Mais après avoir passé du temps avec elle, il devient jaloux de ses parents adoptifs, qui ont une fille gentille et joyeuse comme elle. Il gâte Anzu et l'emmène dans un parc d'attractions, espérant la transformer en une fille paresseuse et peu fiable comme Hina. Cependant, son plan échoue, et la personnalité d'Anzu reste inchangée. Nita commence même à la voir comme la fille parfaite et souhaite qu'elle reste avec lui pour toujours. Mais quelques jours plus tard, elle doit retourner chez ses parents adoptifs. Après le départ d'Anzu, Nita reçoit la nouvelle que Hina s'est perdue dans les montagnes lors de l'excursion de ski. Il s'avère qu'elle n'était pas seule. Elle s'est perdue avec Hitomi et 2 autres camarades de classe, Kengo et Takashi. Après avoir passé du temps sur la montagne, sans savoir quand l'aide arrivera, Hina révèle enfin ses pouvoirs à ses amis en les démontrant en personne. Mais un instant plus tard, elle s'épuise de faim. Le lendemain, Hitomi, Kengo et Takashi élaborent un plan pour remonter le moral de Hina et booster son énergie. Ils décident de faire semblant de lui donner des sushis faits de neige. Leur plan fonctionne comme par effet placebo. Son énergie s'améliore suffisamment pour créer d'énormes sculptures alimentaires en neige. L'équipe de secours repère les sculptures depuis leur hélicoptère et peut localiser et sauver le groupe. Le lendemain à l'hôpital, Hina se réveille avec Nita. La première chose qu'elle dit après l'avoir vue, c'est qu'elle veut des œufs de saumon.
L'anime fait alors un bond en avant de 3 ans. Atsushi, le chanteur du groupe que Ina a autrefois aidé, décide délibérément d'aller en Chine pour apprendre le même pouvoir qu'elle a utilisé. À ce moment-là, il est toujours déterminé à faire revivre le rock fusion et pense qu'il peut y parvenir en pratiquant une branche du Qigong appelée l'art martial surhumain. Il se trouve que, à ce moment-là, Mao est devenue la meilleure élève de l'école des arts martiaux surhumains. Elle fait une démonstration de ses techniques d'arts martiaux et de ses pouvoirs sur les lieux du sanctuaire lorsqu'Atsushi arrive. Après avoir vu les capacités de Mao, Atsushi devient encore plus convaincu d'avoir fait le bon choix en venant en Chine. Quelque temps plus tard, Atsushi a l'occasion de parler à Mao dans un salon de thé et lui demande de lui enseigner les arts martiaux surhumains. Il mentionne également longuement son désir de faire revivre le rock fusion et évoque le nom de Ina en l'expliquant. Se rendant compte qu'Atsushi connaît Ina, Mao décide de retourner au Japon avec lui et lui demande de la conduire là où se trouve Ina, promettant de lui enseigner les arts martiaux surhumains en retour. Peu de temps après, il quitte le temple, mais les membres de l'école ne veulent pas laisser partir leurs meilleurs élèves sans se battre. Ils poursuivent Mao et Atsushi jusqu'au centre d'une ville voisine, obligeant Mao à se défendre. Après avoir vaincu tous ses poursuivants, le maître de l'école lui donne enfin la permission de se rendre au Japon à condition qu'elle réussisse un dernier test. Le test consiste à arrêter la rotation rapide d'une machine d'exercice en métal. Mais, sans que le maître ne le sache, Mao possède des pouvoirs de psychokinésie, qu'elle utilise subtilement pour arrêter la machine. Ainsi, le maître ne peut s'empêcher de la laisser partir au Japon. Une fois au Japon, elle ouvre une succursale de son école d'arts martiaux surhumains et rassemble de nombreux élèves. Elle emmène également l'un de ses camarades de classe avec elle. L'anime se termine avec Mao volant vers le Japon pour rencontrer Ina, préparant ainsi le terrain pour la prochaine saison. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la famille, comme toutes les relations humaines, est imparfaite. Nos enfants et nos parents peuvent avoir leurs propres lacunes, mais ce sont toujours notre famille et nous devons les aimer et les accepter tels qu'ils sont. Il est important de comprendre que tout le monde a ses propres luttes et défis, et c'est grâce à l'amour et à la compréhension que nous pouvons les surmonter ensemble en tant que famille. C'est aussi un rappel que nous devrions être reconnaissants pour la famille que nous avons, plutôt que de désirer une version idéalisée de ce que devrait être une famille.